Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans ce premier webinaire de la branche francophone de l'Association internationale pour la santé mentale des jeunes, l'IAYMH. Je m'appelle Joséphine Cobel, je suis psychiatre, responsable d'un pôle de psychiatrie en Île-de-France. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir organiser ce webinaire avec mes collègues ici présentes, Lydie Matevé, coordinatrice du réseau de transition à Paris, et Domitille Fehrenbach, présidente de l'association CAPU. Alors, une petite introduction. L'IAYMH, c'est quoi? C'est une organisation associative qui regroupe des professionnels, des chercheurs, des organisations, des décideurs politiques, des jeunes surtout et des parents. Et sa mission est de changer la façon dont la communauté internationale perçoit les jeunes et leur santé mentale. Pour ce faire, elle veut s'assurer que les services de santé mentale destinés aux jeunes âgés de 12 à 25 ans sont adaptés à leur âge et à leur stade de développement. Et surtout que les jeunes ont leur mot à dire dans la détermination de ce qui leur est proposé, de ce qui est le mieux pour eux. Et tous les 2 ans, l'IAYMH organise une conférence internationale et ces événements sont planifiés et organisés en partenariat avec des jeunes. Donc ça, c'est un peu différent d'autres colloques qui peuvent exister. C'est vraiment quelque chose qui est organisé avec une forte implication des personnes concernées. Lors de la dernière conférence qui a lieu à Vancouver en mars 2025, sous l'impulsion de la professeure Amal Abdelbaki, une branche francophone de l'association a été créée et un comité exécutif a été constitué avec des représentants de différentes régions francophones. Et j'en profite pour remercier tous ces gens qui ont organisé ça. Donc, Bastien Bertulies Esposito est psychiatre professeur adjoint de la clinique du CHU de Montréal. Il préside le comité exécutif. Il représente le Canada avec Vicky Plourde, qui est professeur agrégé à l'école de psychologie à l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Il y a Logos Curtis aussi, psychiatre responsable de l'unité de psychiatrie du jeune adulte aux hôpitaux universitaires de Genève, qui représente la Suisse, et Feten Feki Romdan, qui est professeur adjointe au CHU de Razi en Tunisie, et Simone Marchini pour la Belgique. Donc, l'objectif de la branche francophone est de renforcer la présence et la qualité des services d'intervention précoce en santé mentale à travers les pays de la francophonie, en développant des lieux d'échange pour ses membres afin de partager des connaissances, de réfléchir à l'évolution des services et aux besoins des jeunes dans un souci d'amélioration continue. Donc, tout ça, ce sont des paroles, mais toutes ces paroles sont devenues très concrètes quand, grâce à Marie-Ève Drey-Blinjuste et Amal Abdelbaki et Nicolas Girard, la branche française a reçu des subventions des instituts de recherche en santé au Canada, ce qui a permis de subventionner 6 boursiers qui ont pu se rendre au congrès à Vancouver en mars 2025. Et en contrepartie, ces boursiers se sont engagés à faire une conférence dans le cadre d'un webinaire. Et aujourd'hui, c'est donc le premier webinaire animé par des boursiers qui se sont donné la peine pour préparer leur présentation. Et c'est un honneur de pouvoir vous présenter du coup le premier intervenant qui est Simon Langevin, travailleur social à Air Ouverte au Québec, qui va nous parler de la paire aidance dans les services intégrés jeunesse. Je m'appelle Simon Langevin, je suis travailleur social à Air Ouverte au centre-ville de Montréal, au Québec. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon service d'Air Ouverte, des services intégrés jeunesse en général, en quoi ça consiste, et un peu plus de l'angle de la paraidance dans ces services-là, parce qu'il y a également eu d'autres de mes collègues qui ont pu être boursiers pour la conférence à Vancouver. Donc, dans la série de webinaires, eux aussi vont venir présenter Air Ouverte.
et peut-être d'autres aspects de notre service. Donc, pour faire un petit résumé de ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais commencer par parler de qu'est-ce que c'est les services intégrés jeunesse en général, et plus spécifiquement, comment est-ce que nous, on l'applique à Air ouverte au Québec. Ensuite, je vais parler de paraidance, qu'est-ce que c'est et comment ça s'applique en santé mentale jeunesse. Je vais présenter différents modèles de paraidance dans les services intégrés jeunesse qui ont pu être présentés dans le congrès à Vancouver et desquels j'ai beaucoup appris. Ensuite, certains autres modèles plus alternatifs, donc pas nécessairement en service intégré, mais d'autres modèles de paraidance jeunesse que j'ai trouvé intéressants dans le congrès. Et finalement, un peu une synthèse de tout ça. Donc, il y a les défis qui ressortent dans les différents modèles, mais aussi finalement ce qui peut faire de la paraidance un succès. Donc, aussi, juste pour dire dès le début, je ne suis pas un expert de la paraidance. Mon approche dans ma préparation de ce webinaire, c'est plus une approche de curiosité, vu que la paraidance est une composante clé d'un service intégré jeunesse et d'air ouverte. Donc, j'ai voulu aussi aller m'inspirer de ce qui se faisait ailleurs en termes de paraidance. Donc, pour débuter, je vais expliquer un peu mieux c'est quoi les services intégrés jeunesse. Donc, les services intégrés jeunesse, c'est des services où les jeunes peuvent aller avoir accès à différentes ressources pour répondre à plusieurs besoins auxquels ils peuvent faire face. Donc, l'idée principale d'un service intégré jeunesse, c'est que le jeune peut se présenter par lui-même pour aller chercher de l'aide et il peut avoir réponse à son besoin, que ce soit en santé mentale, en santé physique, santé sexuelle ou pour des situations sociales difficiles. Ici, j'ai rajouté d'autres exemples comme la consommation, l'emploi, la scolarité. Donc, vraiment plusieurs services offerts au même endroit et très accessibles et adaptés aux besoins des jeunes. Donc, dans les principes de base pour les services intégrés jeunesse, évidemment, c'est que ce soit centré sur leurs besoins, donc vraiment basé sur la priorité que les jeunes eux-mêmes identifient, et aussi la rapidité. Donc, que le service soit offert sans liste d'attente, que le jeune ait réponse rapidement quand il demande de l'aide, vu qu'il y a certaines recherches qui ont démontré que si un jeune n'a pas réponse à sa demande d'aide la première fois qu'il le fait, ça peut prendre 8 mois avant qu'il refasse une deuxième demande d'aide. Donc, dans ces 8 mois-là, il peut y avoir quand même une détérioration de certains symptômes. Donc, c'est pourquoi ces services-là ont été mis en place pour offrir des services rapides et vraiment adaptés aux besoins. Il y a plusieurs initiatives à travers le monde. Ça a commencé au milieu des années 2000 en Australie, mais là, il y a de plus en plus de services intégrés jeunesse, donc dont au Québec, mais aussi dans les autres provinces canadiennes. Il y en a aussi en Irlande, ailleurs en Amérique, en Europe. Donc, voilà ce qui résume un peu c'est quoi les services intégrés jeunesse. Maintenant, pour décrire un peu plus ce qu'on fait à Air ouverte. Donc, Air ouverte, c'est un réseau de services intégrés jeunesse au Québec. Donc, il y en a plusieurs au Québec, il n'y en a pas seulement à Montréal, il y en a dans toutes les régions. Et ça relève du réseau de la santé publique québécois. Donc, c'est le ministère de la Santé qui a mis ça en place. Il y a plusieurs autres services intégrés jeunesse qui sont plus financés de manière philanthropique. Dans notre cas, c'est vraiment le gouvernement puis le ministère de la Santé qui finance le projet, après s'être inspiré de ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Donc, à partir à peu près de 2016-2018 qui ont commencé des projets pilotes pour les aires ouvertes. Donc, c'est quand même un programme assez récent. Donc, le seul critère pour avoir accès aux services d'aires ouvertes, c'est l'âge. Donc, c'est pour les jeunes de 12 à 25 ans, donc adolescents, jeunes adultes, avec une attention particulière pour la transition entre ces deux groupes d'âge-là. Parce qu'en dehors de l'âge, on applique le principe que le jeune est toujours à la bonne porte. Donc, le jeune qui se présente à aire ouverte va pouvoir rencontrer un intervenant, va pouvoir discuter de sa situation, puis va pouvoir être orienté vers une autre ressource si c'est plus le besoin. Donc, ça fait en sorte aussi qu'il y a quand même, on ne s'attarde pas nécessairement à une problématique spécifique ou un profil de jeune spécifique. Donc, il y a vraiment une grande diversité de besoins, puis une grande diversité de profils de jeunes qui viennent chercher des services. Par exemple, en termes de besoins, moi, en tant que travailleur social, mes consultations peuvent beaucoup porter sur l'anxiété, des symptômes dépressifs, parfois des situations de vie difficiles, des conflits familiaux, ou une première démarche d'autonomie, donc des jeunes qui vont en appartement pour la première fois. Donc, tu sais, ça peut vraiment être large, mais il y a aussi des infirmières, il y a d'autres professionnels, donc, tu sais, ça peut aller aussi plus large que ça. Ça peut aller à la santé physique et tout ça. Aussi au niveau du profil, on a quand même une grande variété de profils de jeunes qui viennent. Donc, en étant situé aussi au centre-ville de Montréal, on a une grande diversité de jeunes qui sont là. Il y en a qui viennent de d'autres régions du Québec qui s'établissent à Montréal pour la première fois en appartement.
Il y a des étudiants universitaires, on a aussi des jeunes qui sont sans domicile fixe ou qui ont une situation résidentielle plus précaire. Donc, c'est sûr que le profil des jeunes va changer et même chose pour les besoins qui viennent avec. Aussi, pour ajouter, Air ouverte, c'est une structure qui s'est ajoutée au réseau de la santé qui offre quand même déjà d'autres services pour les adolescents et des services pour les adultes. Donc, il y a quand même une attention particulière à rejoindre les jeunes qui sont plus méfiants ou pour lesquels il y aurait plus de barrières à l'accès aux services. Donc, même si on refuse personne, euh, j'aime dire qu'on utilise un peu l'approche d'universalité proportionnelle. Donc, universalité dans le sens que tout le monde est le bienvenu, comme je disais, mais proportionnelle dans le sens que l'offre de services qu'on va offrir va dépendre des besoins des jeunes, de leur situation, de leur capacité. Donc, tout ça, ça va être pris en compte. Donc, si je peux décrire un peu plus comment est-ce qu'on intervient concrètement à Air ouverte. Dès la première rencontre, on va faire une évaluation et on va essayer d'intervenir en même temps, justement toujours encore avec l'approche pour agir rapidement. Donc, évidemment, la première rencontre, on va évaluer la problématique, l'impact sur la vie du jeune, mais aussi essayer de déjà l'outiller par rapport à cette problématique-là. Le rythme peut être très flexible. Comme je disais, on offre différentes choses à différentes personnes. On peut vraiment beaucoup se fier à notre jugement professionnel. Donc, pour certains jeunes, ça va être un très court laps de temps, mais plus d'intensité de service. Pour d'autres, ça va être une rencontre par mois pendant plusieurs mois. Donc, ça va vraiment dépendre des besoins. Finalement aussi, on a une équipe multidisciplinaire à aire ouverte. Donc, comme je l'ai mentionné, comme les jeunes viennent avec plusieurs besoins, on a différents professionnels pour répondre le mieux possible aux différents besoins. Donc, je suis travailleur social, il y a aussi une éducatrice spécialisée, une sexologue, on travaille avec des psychologues, des médecins, des psychiatres et des parents aidants dont je vais parler. Et puis peut-être même que j'oublie d'autres professionnels, là, mais ça, on essaie vraiment d'être le mieux connecté possible pour vraiment répondre le mieux possible aux besoins des jeunes. Et finalement aussi, je trouve important de mentionner qu'on a un comité des jeunes qui peuvent se prononcer un peu sur les services qu'on offre ou nos lieux, par exemple, vu qu'on trouve important que les services soient réellement adaptés aux jeunes. Comme Air ouverte, c'est une initiative du gouvernement. Ça vient d'en haut, puis là, on l'applique en bas. Mais l'idée, c'est que les jeunes aient aussi leur voix pour que les services soient réellement adaptés à leurs besoins. Donc, il y a un comité des jeunes qui se rencontre une fois par mois à Air ouverte, puis qui peuvent nous outiller ou nous guider sur certaines décisions. Donc, ça peut être sur les lieux, ça peut être sur les services qu'on offre. Voilà. Maintenant, je vais plonger un peu plus dans le sujet de ma présentation, qui est la paraidance. Donc, je commence avec une définition plus large de la paraidance. La paraidance, c'est le soutien entre personnes ayant vécu des expériences similaires. Donc, par exemple, une problématique de santé mentale, ça pourrait être la psychose ou l'anxiété, par exemple, une dépendance ou une situation sociale, comme la précarité sociale, l'itinérance. Donc, que quelqu'un qui a vécu une problématique puisse venir en aide à une autre personne qui vit cette problématique-là actuellement. Le but de la paraidance, c'est de valoriser l'autonomisation, de montrer un exemple de rétablissement et de faire de la défense des droits. Puis ça, dans le fond, la logique un peu derrière ça, c'est de rajouter les savoirs expérientiels pour qu'ils viennent en complémentarité avec les savoirs scientifiques ou les savoirs cliniques qui sont utilisés par les autres professionnels. Et ça peut venir en aide aussi à ces jeunes-là. Donc maintenant, un peu plus précisément, pourquoi la paraidance en santé mentale jeunesse? Parce qu'il y a eu je pense que la paraidance, ça s'est établi au fil du temps dans différents programmes en santé mentale et ailleurs. Mais là, de plus en plus, les services intégrés jeunesse veulent les incorporer aussi, les paraidants jeunesse. Donc, premièrement, ça peut normaliser les expériences provoquant de la détresse. Donc, justement, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est passé à travers la même chose ou qui est dans le même groupe d'âge que nous, ça peut normaliser certaines expériences. Ensuite, il y a certains bienfaits des soins sociaux relationnels pour la personne aidée. Donc, de rencontrer un paraidant jeunesse, ça peut susciter l'espoir, ça promouvoit l'autonomie, ça valorise aussi les différentes étapes d'un processus de rétablissement, vu que le paraidant peut partager aussi sur lui les difficultés qu'il a vécues ou les rechutes qu'il a vécues. Donc, ça peut aussi donner de l'espoir par rapport au moment où on peut en ressentir un petit peu moins. Et finalement, ça réduit l'isolement. Ensuite, les autres aspects sont peut-être un peu plus structurels, mais ça permet aussi la paraidance d'avoir un accès plus rapide et facile. Parce que comme vous savez sûrement, il y a de plus en plus de jeunes qui rapportent vivre de l'anxiété ou des symptômes dépressifs, puis qui vont chercher de l'aide. Mais les ressources disponibles ne sont pas nécessairement plus grandes. Donc, en ayant des paraidants qui peuvent faire un premier contact avec le jeune, des fois, ça peut être suffisant justement pour offrir une aide rapide, pour normaliser la situation,
pour amener la personne à faire appel à ses ressources internes, à son entourage, puis à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc, des fois, ça peut permettre de venir en aide à la personne rapidement sans à ce qu'elle ait à rencontrer un médecin ou un professionnel. Et finalement, le quatrième point est un peu en lien avec ça. Ça peut éviter la médicalisation de problèmes sociaux ou des étapes normales de vie qui viennent à l'adolescence ou dans les premières étapes d'autonomie, justement en normalisant ce que c'est. Même chose aussi pour certains jeunes. Certains jeunes vont peut-être avoir un vécu traumatique avec les soins de santé ou avec les institutions. Par exemple, les jeunes peut-être qui auraient été placés en centre jeunesse ou qui auraient été suivis par la protection de la jeunesse. Donc, des fois, pour certains jeunes, ils vont faire plus confiance à un parent aidant ou à quelqu'un qui a vécu la même chose qu'eux qu'à un intervenant ou un professionnel. Donc, maintenant, je vais parler un peu plus de nous, comment est-ce qu'on a intégré la paraidance dans notre aire ouverte. Donc, comme je disais, il y a plusieurs aires ouvertes et c'est vraiment un des principes de base. Donc, toutes les aires ouvertes doivent intégrer de la paraidance dans leur modèle. Donc, dans notre site, on a fait différents moyens pour intégrer la paraidance. Donc, on a fait des partenariats subventionnés avec certains organismes. Donc, on avait une partie de notre budget qui était destinée à financer des projets dans des organismes dans notre quartier, dans notre secteur. Donc, on a pu financer des projets de paraidance dans des organismes qui rejoignent des clientèles plus spécifiques. Donc, ici, j'ai mis quelques exemples. Jeunesse Lambda, qui est un organisme LGBTQ+, Spec de rue, qui est un organisme en dépendance et en réduction des méfaits en dépendance, et Pademsum, qui est un organisme pour les personnes qui ont des proches ayant des problèmes de santé mentale. Donc, ça, c'est trois projets, ces trois organismes qui ont pu engager un parent aidant grâce à l'aide financière d'Air Ouverte et avec qui on a pu travailler, nous, à Air Ouverte, pour nos jeunes qui étaient un peu dans ces populations-là. On a aussi eu des parents aidants qui sont venus directement travailler à Air Ouverte, donc dans nos locaux. On en a une aussi actuellement. Donc, à ce moment-là, quand ils viennent à Air Ouverte, nos parents aidants, ils vont faire des rencontres avec les jeunes pour partager leur vécu, des fois de la co-intervention avec d'autres intervenants. Ils peuvent faire des accompagnements dans la communauté, animer des ateliers d'éducation sur un sujet spécifique ou faire des activités pour briser l'isolement. Mais au cours de l'intégration des parents aidants, on a remarqué certains défis. Donc, c'est pour ça que quand je suis allé au congrès à Vancouver, il y avait quand même beaucoup de présentations de différents services intégrés jeunesse qui incorporaient la paraidance et qui parlaient de leur parcours. Donc, je portais quand même une attention particulière à leur parcours, vu que je voulais m'inspirer un peu des bonnes pratiques qu'eux utilisaient pour les ramener et favoriser la paraidance dans notre service. Donc, je survoler rapidement les services desquels je me suis inspiré pour arriver au constat par la suite. Donc, ça, c'est des services intégrés jeunesse. Headspace sont en Australie. C'est eux que ça fait le plus longtemps et qui existent, là, donc ça fait une vingtaine d'années. Donc, eux, ils ont plusieurs parents aidants dans leur service. Foundry, c'est en Colombie-Britannique, au Canada. Donc, eux aussi, eux, dans le fond, dans les dernières années, ils ont participé à un projet de recherche qui leur a permis d'augmenter grandement le nombre de parents aidants dans leur service. Donc, à partir de ce projet-là, la recherche n'est pas encore publiée, mais j'ai quand même eu accès à certains constats qu'ils ont pu avoir avec cette expérience-là. Finalement, At Ease aussi, je trouvais intéressant de les présenter. C'est moins un service intégré jeunesse, mais c'est vraiment un modèle où la paraidance est centrale. Donc, eux sont aux Pays-Bas, mais c'est un organisme où les jeunes peuvent se présenter pour parler à d'autres jeunes de leur âge, bénévoles, qui ont une formation évidemment. Mais c'est vraiment le principe de l'organisme, c'est d'offrir de la paraidance jeunesse. Donc, dans ces trois modèles-là, ce qui est sorti, le rôle des parents aidants était pas mal le même. Donc, sur quatre grands rôles, quatre grands axes. Premièrement, l'accueil et la navigation dans les services. Donc, dans la plupart de ces services-là, le jeune, quand il se présente au centre intégré, la première personne qu'il rencontre, c'est un parent aidant. Donc, le parent aidant peut intervenir avec le jeune, l'aider à naviguer dans les services par la suite s'il doit rencontrer un autre professionnel. Les parents aidants aussi étaient amenés à co-animer des groupes ou faire des activités communautaires justement pour briser l'isolement. Il y avait aussi des activités d'éducation par les pairs dans les écoles. Et dans certains sites aussi, ils ont des parents aidants spécialisés, donc sur certaines problématiques. Donc, par exemple, à Fendui, en Colombie-Britannique, il y a certains parents aidants qui sont spécialisés en recherche d'emploi. Donc, tous les jeunes qui vont venir consulter pour avoir de l'aide dans leur recherche d'emploi vont être référés vers ce parent aidant. Il y en a d'autres qui sont spécialisés en consommation.
Mais généralement aussi, je pense qu'il faut mentionner que dans la plupart des services intégrés jeunesse, les parents aidants sont quand même assez généralistes. Donc, comme je disais, à Air Ouverte, on a quand même une grande diversité, une grande variété de besoins et de profils de jeunes. Mais on part quand même du principe que le parent aidant peut aider les autres, même si l'expérience n'est pas nécessairement la même. C'est juste par le fait qu'ils ont vécu de l'adversité, le parent aidant peut quand même intervenir avec ces personnes-là. Ça ici, je vais y aller rapidement, mais c'était d'autres présentations qu'on avait vues au Congrès de Vancouver que je trouvais intéressantes sur la paraidance. Donc ça, c'est plus des modèles en ligne. Batship, c'est une plateforme d'échange en ligne donc, où les jeunes pouvaient envoyer des témoignages sur leurs difficultés, puis où d'autres jeunes pouvaient leur répondre. Donc ça aussi, c'est une forme de paraidance. Et InnoWell, ça aussi, c'est un projet où les jeunes avaient une application pour faire un suivi de leurs différents symptômes de santé mentale et où ils pouvaient communiquer aussi avec d'autres jeunes qui vivaient des difficultés. Ici aussi, je mentionnais un peu le milieu scolaire, vu que la paraidance est de plus en plus populaire dans les différents programmes scolaires, dans les différents collèges. Mais vu que justement, comme je mentionnais, il y a de plus en plus de jeunes étudiants qui rapportent vivre de l'anxiété ou qui ont des difficultés d'organisation. Donc, certaines écoles ont mis en place des programmes où ils rencontrent d'autres étudiants. Donc, c'est une espèce de forme de tutorat, mais sans que ce soit sur une matière scolaire, mais plus sur des difficultés plus larges. Donc, je termine un peu avec les défis et les facteurs de réussite qui ressortent des différents projets, donc autant du nôtre que de ceux que j'ai pu voir à Vancouver. Donc, un des défis, c'est la définition du rôle de parent aidant. Donc, autant pour le parent aidant lui-même, que c'est la première fois qu'il occupe ce poste-là, que pour l'équipe qui l'intègre. Euh, des fois, ce ne sera pas toujours facile de savoir c'est quoi le champ de pratique du parent aidant, qu'est-ce qu'il peut faire exactement. C'est pas encore nécessairement un travail qui est très bien connu. Donc, ça a le mérite d'être mieux défini. Ensuite, la compréhension et la confiance, ça, c'est plus pour les jeunes ou la clientèle, ceux qui reçoivent les services. Il y a certaines recherches qui ont nommé qu'il y a certains jeunes qui peuvent peut-être parfois douter de la confidentialité, même si évidemment les parents aidants sont aussi tenus à la confidentialité. Mais comme je mentionnais, il y a d'autres jeunes justement qui sont plus à l'aise avec des parents aidants. Il y en a d'autres qui vont être plus à l'aise s'il y a un peu plus de distance avec le professionnel ou l'intervenant. Donc, tu sais, on en revient quand même au fait que c'est bien d'avoir une offre de services complémentaire. Donc, autant offrir l'un et l'autre. Et un autre défi aussi, c'est l'isolement. Donc, normalement, dans beaucoup de cas, il y a seulement un parent aidant par site. Donc, justement, ça va être plus difficile de définir le rôle. Et aussi, des fois, il va y avoir un autre défi qui est la stabilité du parent aidant. Donc, ce qui est quand même important aussi, c'est d'avoir un financement destiné à l'embauche de parents aidants, puis à ce que le projet continue dans le temps. Vu que si c'est toujours un peu des petits projets court terme, comme nous, on a vécu avec les organismes subventionnés, ben là, c'est un peu plus dur de l'incorporer à long terme, vu que il y a comme toujours un peu des bris. Donc, ça peut aussi être un défi qu'on rencontre. Et je termine avec les différents facteurs de réussite pour l'intégration des parents aidants, puis s'assurer qu'ils sont utilisés au meilleur de leurs compétences. Donc, justement, pour la définition du rôle, le fait de créer des liens avec d'autres parents aidants, ça peut grandement aider. Donc, idéalement, c'est sûr qu'avoir plus qu'un parent aidant par site, ça aide aussi à faire ces contacts-là. Mais si c'est pas possible, ça peut être de créer des réseaux entre parents aidants. Récemment, ça a été fait justement avec les aires ouvertes, où les parents aidants ont maintenant une communauté de pratique où ils peuvent échanger. Donc, ça leur permet de mieux définir leur rôle, d'échanger sur les défis rencontrés, obtenir des conseils entre eux. Donc, ça peut vraiment aider. Ensuite, évidemment, la supervision et la formation. Donc, des parents aidants pour qu'eux soient plus confiants dans ce qu'ils font. Le troisième point, augmenter les connaissances et des meilleures pratiques. Ça, c'est plus pour les équipes qui intègrent les parents aidants. Si c'est possible, offrir vraiment comme une formation, offrir comme un temps déterminé pour s'assurer que l'équipe comprenne c'est quoi le rôle du parent aidant et c'est quoi les meilleures pratiques. Donc, justement, s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs, puis des constats des différentes recherches pour s'assurer de déterminer dès le début quel rôle peut avoir le parent aidant. Ensuite, un point important pour favoriser la réussite de l'intégration de parents aidants, c'est l'intégration, donc prendre le temps vraiment qu'ils prennent le temps de comprendre c'est quoi son rôle, de s'intégrer dans l'équipe et respecter son rythme. Les parents aidants, c'est aussi des personnes qui vivent eux-mêmes des difficultés ou qui en ont vécu récemment. Donc, c'est important aussi de respecter leur rythme à travers tout ça. Et un petit cinquième que j'ai rajouté à la dernière minute, ce qui aide aussi, c'est de les rendre plus visibles. Donc, comme je mentionnais, les autres sites, souvent, le parent aidant, ça va être le premier point de rencontre du jeune. Donc, déjà, automatiquement, ça rend le rôle plus clair parce que, tu sais, il y a moins la question d'à quel moment est-ce qu'on réfère à un parent aidant.
c'est d'emblée, c'est le point de contact, c'est le parent aidant. Puis ensuite, c'est le parent aidant qui dirige vers les meilleurs services. Donc voilà, ça complète ma présentation. Donc, on peut aller à la période de questions. Puis comme je disais aussi, peut-être que vous-même aussi dans vos services, vous avez eu des parents aidants. Donc aussi, je suis intéressé aux témoignages, aux commentaires, pas juste aux questions. Merci. Merci beaucoup, Simon. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question dans les discussions. Donc, les jeunes rencontrent directement les pères aidants en arrivant? Ouais, ben pas à Rouverte, pas pour le moment. Mais à Fendu, par exemple, le premier contact du jeune, ça va être avec un parent aidant. Donc, dans la salle d'attente, déjà, il y a des parents aidants qui s'occupent un peu de faire l'accueil, qui vont aller explorer avec la personne qui se présente c'est quoi son besoin, puis qui vont les aider à naviguer dans les services. Comme je disais, à Air Ouverte, nous, c'est pas encore ça qu'on fait. La première personne que le jeune rencontre, ça va être un intervenant ou une infirmière. Puis après ça, nous, selon les besoins, on va peut-être référer vers la part aidante aux besoins. Donc, ça varie selon le modèle, mais je pense que c'est une des bonnes pratiques, c'est que les parents aidants soient déjà à l'accueil. Merci. Je vois que c'est jugé comme intéressant. Il me semble que c'est la maison des adolescents qui a posé la question, Ophélie Ruiz. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, on peut vraiment comparer les pratiques dans les différents pays. Hein. Et en France, la maison des adolescents a un fonctionnement qui ressemble pas mal à ce que tu as décrit. Mais il y a toujours des choses enfin, qui peuvent nous inspirer. Je pense par exemple à ce que tu as dit par rapport aux pères aidants communautaires. Je trouve ça très intéressant d'avoir des spécialistes dans les addictions. Tu as dit, je crois, LGBTQ+. Ce sont des idées. Et c'est ça l'idée aussi de ces webinaires et de ce réseau francophone, c'est oui, de s'inspirer mutuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Christian qui a la main levée. Comment? Je vois une main levée de Christian Massé. Ah, oui. Alors, c'est Lydie qui va gérer, je crois. Ah, ok, ouais. Oui, je laisse la parole à Monsieur Massé, effectivement, qui a levé la main. Non. Bonjour, en fait, je suis aussi du Québec, je suis au ministère de la Santé, là, qui est l'organisme, là, ben, qui est le gouvernement, en fait, là, qui a financé les initiatives Air Ouverte. Donc, je me permets une question aussi, là, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de multisite demain, tu sais, ça m'aurait fait plaisir de privilégier plus les questions qui viennent de nos collègues de France, entre autres, et d'Europe, là, mais en fait, je me demandais, dans votre Air Ouverte, tu sais, j'ai compris d'ailleurs, c'était tu sais, très bien présenté, là, la théorie de la paraidance, les bonnes pratiques, tout ça, mais disons que j'en ai, tu sais, j'ai moins vu sur concrètement, comment ça se passe tu sais, dans votre aire ouverte. Puis là, tu as nommé certains défis que tu n'as peut-être pas exemplifié tant que ça, puis c'est pas nécessaire d'axer sur les défis, mais tu sais, je suis curieux parce que tu sais, je sais que c'est un enjeu, en fait, Simon l'a pas nommé, mais c'est pour les aires ouvertes au Québec, il y a un enjeu d'embauche, il y a un enjeu aussi de définition de rôle, de tu sais, comment ça se passe, tout ça, puis tu as nommé aussi plusieurs enjeux avec les bonnes pratiques. Fait que, bref, tu sais, je suis intéressé à voir vraiment comment ça se passe au moment où on se parle, la paraidance dans ton aire ouverte, là, Simon. Ouais, ben ça, on a quand même, c'est ça, comme j'ai mentionné, il y avait ceux des organismes avec qui on travaille, que eux travaillent majoritairement dans leurs organismes, puis au besoin, on fait appel à eux. Il y a eu, je pense, 3 paraidantes qui ont travaillé vraiment sur notre site. Effectivement, il y a toujours, je pense, les enjeux de financement, là, mais auxquels, en tant que travailleur social, je m'attarde pas trop. Mais ça aussi, encore une fois, c'était financé à travers des organismes communautaires, à travers des contrats externes, je crois. Donc, il y en a une qui est restée pendant quelques mois. C'est ça. Puis, tu sais, il y a quand même eu, elle a fait la formation. Il y a une formation aussi au Québec pour les parents aidants. Donc, elle a fait la formation, elle faisait des accompagnements, de la co-intervention. Ensuite, on en a une autre qui avait fait la formation puis qui faisait un stage de quelques heures. Donc, elle faisait le sans rendez-vous avec les intervenants. Donc, les jeunes qui se présentaient en sans rendez-vous, si les jeunes étaient d'accord, on faisait de la co-intervention automatiquement. Donc, entre l'intervenant et la part aidante. Puis maintenant, on a aussi un autre partenariat avec une part aidante qui est ici à temps plein. Puis que justement, là, elle essaie d'être plus présente dans la salle d'attente pour aussi accueillir les jeunes quand ils viennent. Puis organiser des activités une fois par mois pour briser l'isolement puis rejoindre les jeunes qui ont des services à air ouverte. Donc, c'est ça, c'est encore quelque chose qu'on est en train de bâtir. C'est rien
détaillé de nécessairement précis, mais on essaie un peu d'essayer différentes choses là, actuellement. J'ai dans la barre de discussion, il y a d'autres questions. Il y a deux questions sur la formation des pères aidants. Mhm. Tu peux en parler un petit peu? C'est Lydie qui surveille le temps. Je pense qu'on est un peu en train C'est de... bon, on a encore 2 minutes. Ah, parfait. Fait que j'essaie de faire ça vite. C'est ça, la formation pour les parents aidants. Il y a certains postes de parents aidants au Québec, je pense, qui vont exiger d'avoir la formation. Donc, c'est une formation qui se donne dans deux endroits. Il y a une organisation, je pense que c'est l'AQRP qui la donne, puis une autre qui est à l'Université Laval. Donc, c'est une formation de quelques heures. Ben, je pense comme une... Ouais, je suis vraiment pas j'ai pas toutes les informations, mais c'est quelques heures de formation avec des heures de stage. Puis par la suite, ça donne comme une certification. Donc, je pense que certains programmes qui vont exiger d'avoir la formation pour être parent aidant. Donc, ça formalise un peu plus le rôle. Justement, peut-être que pour ces parents aidants-là, leur rôle est un peu mieux défini. Ça peut-être un peu plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais il y a d'autres parents aidants, sinon, qui peuvent être embauchés sans nécessairement avoir la formation. Donc, ça va peut-être être plus dans les organismes communautaires ou même la parent aidante avec qui on travaille en ce moment n'a pas eu la formation formelle, mais travaille dans un organisme de parents aidance, donc qui peuvent les accompagner, les superviser, les former au fur et à mesure. Mm. Juste une question, vous êtes rémunéré du coup, ça correspond à quelle profession dans le côté soignant? Ça, je sais pas. Ouais, c'est ça, les parents aidants sont rémunérés. Ça aussi, je pense que c'est un facteur de réussite, là, que les parents aidants aient un salaire, puis que, tu sais, on valorise leur expérience, qu'ils soient pas juste des bénévoles. Mais après ça, c'est quoi leur salaire? Ça, je pense que ça varie, vu que justement, nous, on n'a jamais engagé de parents aidants nous-mêmes, donc ce serait comme les employés de Air ouverte ou du réseau de la santé. Ça a toujours été embauché à l'externe. Donc, il y a quand même peut-être une variation dans le salaire, mais je ne pourrais pas dire c'est quoi exactement. Intéressant. Ok, merci. Il y a le lien pour la formation dans la barre de discussion pour les gens qui... Ah oui, merci Marie. Alors, on continue avec la prochaine personne qui va intervenir, c'est Domiti Fehrenbach de l'association CAPU qui va nous parler de la paire aidance par et pour les jeunes. Domiti, c'est à toi. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être plus brève. Merci beaucoup de me donner la parole ce soir. Donc, comme le disait Simon, on a eu la chance de pouvoir participer du coup au congrès de l'IAYMH en mars à Vancouver et aussi participer du coup au lancement plus officiel de la branche francophone de l'IAYMH. Le congrès, ça a été vraiment le terreau d'inspiration et de pouvoir venir voir plein de projets. C'était très, très intéressant. Atis aussi nous avait beaucoup marqué personnellement et avec Joséphine aussi, avec lesquelles on avait eu l'opportunité de beaucoup échanger. Et ce qui m'avait marqué dans toutes les discussions qu'on a pu avoir au sein de la branche francophone, justement avant le début du congrès en tant que tel, c'était vraiment que tous en tant qu'on était, on faisait face aux mêmes défis qui étaient liés à tout ce qui était les demandes, les délais de demande d'aide des jeunes, les délais d'accès aux soins et la continuité aussi des parcours de soins, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes, avec l'ambition partagée voilà, d'une coordination, d'une fluidité des services, avec l'idée voilà, de créer aussi des sortes de services à guichet unique qui puissent vraiment répondre aux besoins des jeunes. Cette suivante. Et du coup, le but de ma présentation, ça va être de montrer un peu comment, à notre échelle, au sein de l'association CAPU, on va répondre à ces mêmes défis du coup sur le territoire français. Donc en revenant sur qui on était, quels outils on a pu mettre en place, comment on fonctionne et aussi quelles sont un peu les clés de compréhension qu'on peut avoir a posteriori sur comment est-ce qu'on fait fonctionner une équipe de jeunes bénévoles. Slide suivante. Parce que le défi, c'est qu'en effet, l'association CAPU, c'est une association vraiment par des jeunes, pour des jeunes, qui est engagée depuis 2019 au service de la santé mentale des 11-30 ans. J'ai créé l'association quand j'avais 19 ans, il y a quasiment 7 ans, en fait, l'anniversaire dans 15 jours. Et quand on l'a créé, notre but, c'est vraiment de transmettre une information fiable aux jeunes pour limiter l'errance thérapeutique et aussi de proposer des outils qui soient vraiment co-construits avec les jeunes concernés et d'être la passerelle entre le jeune et un accompagnement adapté entre le jeune et son rétablissement. Slide suivante, s'il te plaît.
Comme je disais, du coup, on est une équipe de 85 bénévoles qui est entièrement composée de jeunes entre 19 et 36 ans. Avec l'appui de professionnels, on a la chance notamment d'avoir 4 psychologues qui sont bénévoles au sein de l'association et aussi d'avoir une communauté grandissante et aussi une reconnaissance pardon, grandissante, puisque on est lauréat de la prévention suicide France sur l'année 2025 et on sera accompagné aussi par cet organisme pour les mois à venir. Donc voilà, c'est tout un tas de défis auxquels on fait face et auxquels on a su faire face au fil des années. Slide suivante, s'il te plaît. Et du coup, comme je disais, la co-construction, c'est très très important pour nous. Du coup, on a toujours pris le temps de vraiment paramétrer ce qu'on proposait en fonction des besoins qu'on repérait sur le terrain au fil de nos dernières années d'existence. Ce qu'on a repéré chez les jeunes, c'est déjà un besoin de mieux comprendre son fonctionnement, les troubles psychiques, pour pouvoir mieux agir en faveur du rétablissement. Le besoin d'être écouté, c'est une nouvelle pour personne, mais il y a un gros isolement des jeunes en situation de mal-être qui paradoxalement n'osent absolument pas se confier à leur entourage proche en cas de détresse psychologique. Un besoin d'aide au décryptage des parcours de soins qui, faute de lisibilité et d'accessibilité, constitue quand même une charge mentale très importante à la fois pour les jeunes concernés et aussi pour les proches aidants. C'est vrai qu'on remarque souvent que les parents sont en première ligne pour ces problématiques-là. Et le besoin d'un suivi personnalisé, donc à la fois des jeunes et aussi des jeunes concernés qui veulent aussi rendre ce qu'ils ont reçu quand ils sont en phase de stabilisation. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, par rapport à tous ces besoins répertoriés, nous, on a créé un parcours d'accompagnement avec le but de créer un suivi le plus continu possible en évitant d'apporter une aide simplement ponctuelle et de perdre ensuite de vue du jeune, mais vraiment de maximiser notre impact en créant voilà, ce parcours qui est composé de plusieurs briques différentes qui se complètent et s'enchaînent de manière assez fluide. Donc, avoir une brique d'écoute complétée par de l'orientation et du suivi et en continuité, évidemment, une quantité d'information des bénéficiaires et aussi de formation de nos bénévoles. Slide suivante. Très rapidement, pour tout ce qui est information et prévention primaire, on a 2 webinaires par mois qui ont pour but à la fois de déstigmatiser les troubles psy pour la branche classique des webinaires et aussi de déstigmatiser toutes les professions qui sont liées aux soins et tous les professionnels qui peuvent être sollicités dans une prise en charge pluridisciplinaire en santé mentale, soit des psychiatres, des psychologues, des infirmières en pratique avancée, des orthopédagogues, etc., etc. Et le but, voilà, c'est de mieux comprendre les troubles, mieux comprendre et connaître les différents professionnels de santé mentale aussi pour démystifier et déstigmatiser l'ensemble de cet univers-là. Donc, on a la chance d'avoir d'excellents professionnels qui nous proposent de superbes webinaires et qui sont toujours très appréciés à la fois des bénéficiaires, des proches des bénéficiaires, mais aussi d'étudiants en psychologie ou d'autres professions qui touchent en tout cas à ces domaines-là. Slide suivante, s'il te plaît. Pour ce qui est de nos bénévoles, et c'est un premier point qui est vraiment aussi le poumon de notre fonctionnement, comme je disais, c'est très très exigeant de travailler dans une dynamique par des jeunes, pour des jeunes. C'est un âge où il y a beaucoup de turnover, de changements de vie aussi qui peuvent limiter les durées d'engagement, etc., etc. On est assez, même très sélectif en termes de personnes qui rentrent dans nos équipes et plus encore qui rentrent dans les équipes qui sont en contact avec les bénéficiaires. Donc, chaque bénévole qui est dans ces pôles en contact avec des bénéficiaires, ils ont 3 jours de formation initiale, une validation qui se fait par 3 étapes, une évaluation écrite, un entretien individuel et une session collective de pratique. Et ensuite, une supervision mensuelle obligatoire et de la formation continue obligatoire aussi. C'est très, très important pour nous parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Et quand on travaille sur du bénévolat, évidemment, le temps, c'est extrêmement précieux. Et les gens se prêtent volontiers au jeu, voient aussi leur engagement plus valorisé, valorisent aussi plus l'engagement quand ce n'est pas quelque chose qu'on leur donne entre guillemets facilement. Il faut être capable de faire ses preuves et faire preuve aussi de professionnalisme, de connaissances théoriques et pratiques qui sont importantes. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une équipe qui est aux petits oignons et je dirais qui ont les mêmes valeurs, la même éthique de travail aussi et de vision en tout cas de comment est-ce qu'on accompagne les jeunes. Donc voilà, donc c'est vrai que ça, en termes de management et de gestion des équipes, ça fait gagner énormément de temps d'imposer des filtres à l'entrée. Slide suivante, s'il te plaît.
Ensuite, pour ce qui est du coup de l'accompagnement, écoute, orientation, suivi, la première brique, c'est la ligne d'écoute, enfin le dispositif d'écoute. Donc, il peut se traduire déjà par notre ligne d'écoute qui est disponible du lundi au samedi de 20h à minuit, par appel et par SMS. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'osaient pas prendre le téléphone. Et c'est pour ça que les conversations par SMS sont aussi très aidantes dans ces situations-là. Généralement, la brique de l'écoute, c'est aussi la porte d'entrée vers nos autres propositions et ça sert vraiment pour le jeune à exprimer son ressenti et briser l'isolement et c'est renforcé justement parce que c'est une dynamique de pair à pair au sens de jeune à jeune. Donc c'est vrai que ça permet une communication plus fluide, une compréhension aussi peut-être plus fine aussi des différents enjeux qui sont confiés sur cette dite ligne. C'est une ligne qui est organisée au millimètre près avec beaucoup de concertation, beaucoup de traitements au cas par cas et une équipe assez large. Il y a à peu près 35 personnes qui sont uniquement en train de travailler sur cette ligne d'écoute et qui travaillent à tour de bras jour comme nuit. Et une vraie entraide aussi entre les bénévoles et tout un système de supervision qui permet d'assurer le bien-être des bénéficiaires, mais aussi des écoutants. Slide suivante, s'il te plaît. L'écoute, elle se fait aussi par nos groupes de parole. Donc, c'est pareil, des groupes de parole de jeunes à jeunes. Il y en a deux en présentiel à Paris, dans le 12e et dans le 14e, et un en distanciel pour maximiser aussi l'accessibilité au niveau du territoire. Et c'est des groupes qui sont ouverts ou hétérogènes. Et c'est vrai que ça permet de capter les jeunes en amont parce qu'il n'y a pas de critères, entre guillemets, de diagnostic particulier pour entrer dans ces groupes de parole, à part de faire partie du coup d'une tranche d'âge entre 14 et 30, grosso modo, sachant que la plupart auront entre 18 et 25 la plupart du temps. Slide suivante, s'il te plaît. Une fois que l'écoute a été faite et s'il y a besoin d'une orientation spécifique vers d'autres professionnels, on sent qu'il y a un besoin de parcours de soins, le bénéficiaire peut être orienté vers un dispositif d'orientation personnalisée qui est aussi accessible par ailleurs hors ligne d'écoute. C'est tout simplement une aide à la mobilisation des ressources adaptées en termes de structure et en termes de professionnels de proximité et de confiance. Globalement, comment ça se passe? C'est un formulaire que les jeunes ou les proches aidants vont remplir avec plusieurs critères et ensuite c'est traité par une équipe de 5 personnes par dossier sur à peu près une semaine. Ça se structure sous forme d'appel pour mieux contextualiser la demande, mieux contextualiser les besoins. Et ensuite, les 5 bénévoles vont être chargés d'appeler l'ensemble des structures mobilisables et des professionnels en faisant appel aussi à des personnes de notre réseau pour formuler une liste de recommandations complète avec les dates des prochains rendez-vous, les modalités d'admission, en privilégiant l'ensemble des solutions avec les délais les plus réduits. Évidemment, on n'est pas magicien et on sait les défis qu'il y a en termes d'accessibilité des soins. Mais on a énormément de bons retours parce que ça permet de franchir un premier pas, ça permet aussi d'avoir une aide au décryptage de l'écosystème aussi de soins, comment marche la sectorisation, comment marche la prise en charge en santé mentale en France. Et aussi, on prend vraiment, on prend très au sérieux ces dispositifs d'orientation et on fait aussi un suivi à plus une semaine, plus 3 semaines, comment est-ce qu'on a pu aider le jeune. La plupart du temps, on fait toute une activité de démarchage aussi auprès des professionnels où on arrive à trouver des places pour des jeunes auprès de professionnels qui, par exemple, ne prendraient plus de patients, etc., etc., dans certains cas. Donc voilà, c'est tout un travail d'intermédiaire et une charge mentale qu'on enlève en fait aux jeunes ou aux proches aidants dans des situations où ils sont très démunis, dans un climat déjà de mal-être qui peut être assez embêtant à gérer. Slide suivante, s'il te plaît. Donc là, voilà, là c'est un peu pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on fonctionne au sein de l'équipe. Encore une fois, c'est des charges qui sont exigeantes et c'est pour ça qu'on morcelle beaucoup les tâches et que chacun a vraiment un rôle très prédéfini pour qu'on puisse avoir des équipes qui sont larges, favoriser vraiment le travail en équipe et avoir une dynamique qui reste et un rythme qui reste vraiment conforme, je dirais, aux attentes aussi des bénéficiaires qui nous font confiance. Slide suivante, s'il te plaît. Et du coup, en dernier, l'abri du suivi. C'est notre projet le plus jeune, qui est magnifique. Donc, c'est le Capu Buddy Programme. Et c'est un programme de pair et danse de jeune à jeune en santé mentale qu'on a lancé en novembre et sur lequel on travaille depuis à peu près avril dernier. Ça vient de deux constats principaux auprès des jeunes. Déjà, les bénéficiaires qui étaient auprès de l'écoute, auprès de l'orientation et qui disaient, ah oui, j'aimerais bien rester en relation avec un jeune et à qui je ne dois pas être obligée de re-raconter mon histoire à chaque fois. Et c'est comme ça un peu que l'histoire, enfin que le projet est né. Et d'autres jeunes qui se sont stabilisés, qui sont rétablis, qui voulaient s'engager auprès d'autres jeunes. On s'est un peu appuyé sur tout un tas de fonctionnements. On a beaucoup d'étudiants, donc on parlait des programmes de budding qu'on met en place dans les universités, etc., etc. Et puis, on
on est arrivé à ce cadre qu'on voulait le plus sécurisant possible. Donc, c'est un cadre sous forme de trinôme. Donc, c'est un buddy qui est formé et validé par l'association, qui est mis en relation avec un jeune bénéficiaire. Donc, les buddies sont toujours majeurs et les bénéficiaires ont toujours un vécu qui est un peu similaire à ce que a expérimenté le buddy. C'est très important pour nous d'avoir le plus d'affinités possible. Le programme, pareil, est vraiment ouvert à toutes les situations de difficulté liées à un trouble psychique ou liées à des situations de vie qui ont pu provoquer des vulnérabilités en termes de santé mentale. Et ce duo, il est supervisé par un référent de l'association qui assure la mise en relation et qui assure le suivi tous les 15 jours, rapproché en tout cas de ce binôme-là. Et l'accompagnement, il s'engage pour 3 mois renouvelables. Slide suivante, s'il te plaît. Le but, c'est vraiment de mettre en place un programme sur mesure. Donc, l'ensemble des modalités sont définies dans le contrat d'engagement qui est fait en début de parcours, une fois que le duo est validé entre le buddy, donc le père aidant, et le bénéficiaire. Il y a des briques qui sont pour nous très essentielles. Déjà, tout ce qui est partage, donc le partage de savoir expérientiel qui peut se faire par appel, SMS, visio ou des rencontres informelles. Idem, tout ce cadre-là, il est défini dans le contrat d'engagement. Des ateliers collectifs, donc que ce soit via nos groupes de parole, des ateliers d'orientation académique et professionnelle, des aides aux démarches administratives à vie quotidienne, des activités de loisirs gratuits. Donc là, on est en train de mettre en place des partenariats avec des structures culturelles, artistiques sur Paris pour permettre de briser l'isolement, décentrer les moments de crise et donner accès aux bénéficiaires et son buddy à des activités de loisirs en dehors du cadre purement du partage de savoir expérientiel ou de véhicules liés à un trouble psy. Et notre but, c'est vraiment de mettre en place un lien durable avec à la fois le père aidant, mais aussi le référent et le psychologue qui est rattaché au pôle du programme pour suivre l'évolution du jeune et au besoin faire le lien avec des dispositifs complémentaires, mais aussi des prises en charge nécessaires en fonction de l'évolution du jeune. Mais c'est vrai que ça permet de garder un suivi et d'accompagner le jeune dans les différentes décisions qu'il prend en faveur de son rétablissement aussi. Slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, idem, comment ça s'organise en termes de cadre. Pour nous, c'est très important et notamment on le voit dans la mise en relation entre le buddy et le bénéficiaire, que les deux soient d'accord. Donc en fait, le duo est validé seulement si le référent a un go du bénéficiaire et un go du buddy. Et c'est très important aussi pour nous de maintenir le cadre. C'est un vrai défi, comme le disait Simon, à la fois pour le père aidant, mais aussi pour le bénéficiaire de maintenir le cadre. Donc on a ce contrat d'engagement qui permet de cadrer les fréquences d'échange, les modalités d'échange, ce qui doit être abordé, ce qui ne doit pas être abordé, les besoins et les limites de chacun. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous à respecter. Mes bénévoles, c'est vraiment la prunelle de mes yeux et je fais très 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 attention à leur bien-être au sein de l'association, d'où aussi l'importance du rôle de référent qui s'assure tous les 15 jours, si besoin il y a, d'ajuster certaines modalités. Et c'est vrai que ce programme-là qu'on a lancé et qui porte déjà ses fruits permet vraiment de compléter nos dispositifs d'écoute et d'orientation avec un soutien qui est vraiment concret, accessible et sécurisant pour toutes les parties prenantes. Donc voilà. Slide suivante. Rapidement, pour les étapes qu'on a déjà réalisées, vu que c'est un projet assez jeune, on a formé 14 premiers pères aidants en novembre. On a ensuite créé l'ensemble du processus. On a la chance aussi d'être accompagné par un gros cabinet d'avocats en droit de la santé qui nous aide beaucoup pour toutes les questions de cadre qu'on peut avoir et protocolaires aussi. L'équipe qui dirige ce programme, ils sont 10 et pilotent l'ensemble des prochaines étapes. On a la chance aussi d'avoir un psychologue dans l'association pour ce pôle-là et un accompagnement stratégique par la Fondation Deloitte et aussi la junior entreprise de l'école des psychologues praticiens de Paris, donc Psy Insight, souligne vraiment l'importance, surtout pour une association qui, comme nous, repose sur le bénévolat, n'a pas des fonds de roulement qui sont très conséquents. C'est vraiment d'avoir su faire appel à l'ensemble des briques qui peuvent être offertes par le mécénat de compétences, parce que c'est vrai que c'est des vrais appuis. Et pour moi, c'était très, très important d'avoir ce backup justement de professionnels, du droit, de la santé et de la stratégie, parce que ça reste des sujets quand même qu'il faut prendre au sérieux et dans lesquels il faut avancer avec beaucoup de précautions et d'humilité, en tout cas aussi dans la mise en œuvre. Voilà, slide suivante, s'il te plaît.
Les forces qu'on a identifiées pour l'instant avec les premières personnes qu'on accompagne, c'est l'efficacité de la mise en relation avec un vécu similaire et aussi la grande fluidité, la collaboration entre les pôles d'écoute, d'orientation et de suivi qui nous permettent de mettre en relation très facilement les jeunes avec les bons interlocuteurs, de bien faire circuler aussi les informations importantes entre nous. Et voilà, donc c'est une collaboration très riche et qui fait, par le fait qu'on communique très souvent entre nous et entre les différents pôles. Et voilà. Slide suivante. Donc ça vous donne un peu un aperçu de l'accompagnement aujourd'hui. Donc cette ligne d'écoute, donc grosso modo, si je suis une jeune et que j'appelle sur cette ligne d'écoute, je suis pas diagnostiquée ou j'ai besoin d'un parcours de soins, je suis orientée vers le dispositif d'orientation et à la suite, en fait, de mon orientation, donc à l'envoi du fichier de recommandation, si on voit qu'il y a un besoin, on propose la mise en relation avec un pérédant buddy pour suivre aussi l'évolution du jeune via le CAPU Buddy Programme. Donc c'est vrai que c'est une très belle collaboration qui se fait entre ces pôles et ça répond bien aux besoins, en tout cas, de suivi sur le plus long terme que nous, on voulait mettre en avant aussi. Slide suivante, s'il te plaît. Je vous ai mis quelques témoignages, donc un témoignage par bénévole, par pôle, parce que je pense que c'est ce qui illustre aussi le mieux et c'est des personnes absolument exceptionnelles. Donc je vais commencer par vous lire le témoignage d'Isoline non, qui est dans la ligne d'écoute. Elle s'occupe pas de tout, la pauvre. Donc pour moi, l'écoute chez Capus, c'est avant tout accueillir le premier pas d'une demande d'aide, c'est offrir un espace bienveillant, être le témoin du vécu du jeune avec empathie. Cette posture est essentielle, c'est elle qui permet de tisser le lien de confiance nécessaire pour doucement accepter d'être orienté vers un professionnel de santé. C'est cette écoute qui incarne notre premier atout, faire passerelle avec un système de soins qui peut paraître effrayant ou inatteignable lorsqu'on est submergé par le mal-être. Mais cette écoute ne se tiendrait pas sans la force de notre organisation. CAPU n'est pas une structure figée, mais une structure animée d'un esprit de perpétuelle remise en question. Grâce à des échanges constants entre les services, nous fonctionnons en brainstorming permanent. Cela nous permet d'adopter nos réponses en temps réel face aux situations rencontrées, plutôt que d'appliquer des recettes toutes faites. C'est cet équilibre entre la douceur de l'accueil et l'agilité de notre organisation qui fait toute la valeur de notre action. Ensuite, il y a le témoignage de Méline qui est au dispositif d'orientation. Mon bénévolat au sein de l'association CAPU et plus particulièrement dans le pôle d'orientation est une expérience profondément enrichissante et humainement marquante. Chaque accompagnement est une action concrète pour soutenir les jeunes souvent en grande difficulté face à leur santé mentale. À mon échelle, notre engagement prend tout son sens. Il permet d'apporter de l'écoute, des repères et un réel soutien à des personnes et des familles parfois démunies. Les retours que nous recevons, tels que vous avez fait un travail incroyable, merci ou merci infiniment pour les recherches que vous avez effectuées, témoignent de l'impact de notre action et de la confiance qui nous est accordée. Et pour finir, donc on n'a pas le son, mais c'est le témoignage de Juliette qui est père aidante. Le Buddy Programme m'a beaucoup apporté, de par la formation éminemment bien construite, autant d'un point de vue théorique que pratique, par la cohésion avec mes référents Buddy, mais aussi par les échanges avec mon aidé. Cela m'a permis de travailler mon empathie et surtout cela nous a permis de travailler à deux sur l'évolution de son état de santé mentale. Et Juliette, elle accompagne notamment une jeune qui a fait d'immenses progrès depuis le début du programme et on est très fiers de l'accompagnement qu'on a su proposer justement. C'est une jeune qui est passée justement par l'écoute, puis a été basculée vers le Buddy Programme et c'est très beau de voir les fruits que ça porte déjà. Et slide suivante. Donc voilà, pour conclure, je dirais que voilà, si je peux donner quelques clés et de leçons qu'on a pu tirer de ce projet très ambitieux en termes de charge de travail, de responsabilité et aussi de ce fonctionnement bénévole par des jeunes et pour des jeunes, c'est vraiment de faire évoluer en permanence les outils ou les idées qu'on peut avoir en fonction des besoins qu'on voit réellement sur le terrain, d'impliquer aussi des jeunes concernés dans les équipes bénévoles, d'avoir des échanges très réguliers entre les équipes, c'est vraiment le nerf de la guerre, d'avoir une sélection pointue des bénévoles et de valoriser très régulièrement leur engagement en favorisant la prise d'initiative, en favorisant leur montée en compétences et en responsabilité. Et nous, dès qu'il y a des nouveaux qui arrivent, on repère très vite, on essaie très vite de repérer ceux qu'on sent être à grand potentiel et on les forme aussi en continu à côté pour avoir un renouvellement le plus doux et le plus fluide de nos équipes aussi quand renouvellement il y a, et d'organiser des équipes hiérarchisées et complémentaires où chacun vraiment a son rôle, sa posture et où les choses les organigrammes se comprennent le plus facilement possible, surtout quand on a des équipes bénévoles qui ont aussi des vies et des engagements académiques à côté. Et le plus important, je pense, c'est vraiment agir avec beaucoup de patience, de bienveillance, de passion pour l'autre et aussi beaucoup d'humilité parce que quand je vois les fruits que porte l'association, je me sens très fière de l'association et je sais que évidemment c'est pas que moi, ou c'est pas moi du tout d'ailleurs, c'est vraiment les équipes qui portent
le projet. Donc voilà, je veux vraiment exprimer déjà ma gratitude déjà de nous permettre de présenter cet assaut et bah, dédier ça aussi à toutes les 85 autres personnes qui travaillent tous les jours à ce projet avec beaucoup de passion. Et voilà, je pense que on peut conclure par dire qu'il y a on peut vraiment beaucoup d'espoir dans la jeune génération, dans son engagement, dans la société civile et dans le monde associatif pour essayer aussi de porter sa pierre à l'édifice de l'intervention précoce en santé mentale. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Domiti. Malgré le problème technique, tu t'es drôlement bien débrouillé. C'était une présentation très claire et c'est un magnifique travail que je connaissais un petit peu. Je vois dans les discussions que les gens réagissent avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'appréciation pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors peut-être en attendant ce qu'il y ait des personnes qui se présentent pour des questions. Moi, j'ai une question, Domiti. Euh, donc, toi qui connais très bien le système, en tout cas en France, de santé, la complexité de tous les dispositifs qui existent, et quel serait le principal conseil que tu donnerais aux soignants pour améliorer l'accès aux soins? C'est une très bonne question. Je suis pas habituée à prendre ce problème de ce côté-là. Euh, J'aurais dû te prévenir peut-être mais voilà. Ben, je dirais d'être des soignants comme toi ou comme les autres que tu m'as fait rencontrer. Je pense que je rencontre beaucoup de jeunes ou de parents qui disent ah mais les psychiatres c'est horrible et à chaque fois je suis hyper biaisée parce que moi j'ai la chance de connaître que ce soit Marie-Odile ou Joséphine ou tous les gens au Québec que j'ai trouvé absolument adorables et qui donnent une image des soignants qui est vraiment autre et qui est vraiment aussi orientée vers le patient et le soulagement des symptômes quels qu'ils soient. Donc je pense que j'essaye en tout cas d'œuvrer à mon échelle sur le fait de déstigmatiser vraiment les soignants en psychiatrie et de les mettre en Oui. avant. Et c'est pour ça que nous, quand on fait nos webinaires, on s'oriente aussi vers des soignants qui sont vraiment porteurs de changements aussi, je pense au docteur Couder à Dijon que je trouve exceptionnel et qui montre vraiment une dynamique vraiment super proche des jeunes et hyper engagée. Je pense que voilà, valoriser vraiment les qualités que vous avez en tant qu'humaine, en tant que soignant et que vous avez déjà, parce que je sais l'engagement qui est dans les structures de soins. Voilà, moi je suis toujours très épatée par tout ce que vous donnez. Et sinon, je sais, j'aurais pas de réponse, mais en tout cas, Donc, améliorer nos pratiques. Et puis, toi, je te remercie du coup de déstigmatiser un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont énormément d'appréhension d'aller vers la psychiatrie. Ouais. Et du coup, les pères aidants à l'accueil, déjà, hein, comme Simon vient de le présenter, c'est une très bonne idée aussi. Voilà. Il faut qu'on oui. travaille ensemble. On a beaucoup de... Voilà, moi, mon but, de toute façon, en tant qu'association, c'est vraiment de travailler contre aussi, épauler, pas contre, mais sans épauler sur aussi les structures de soins pour vraiment faire le lien entre les deux. On a des jeunes qui sont accompagnés dans un programme de pérédance, on a vu une vraie évolution. Ils sont allés voir un psychologue, ils sont allés voir un psychiatre. De voir ça, alors qu'au début, on a une personne qui est hyper réfractaire aux soins, c'est super encourageant pour la suite. Donc, je pense qu'il y a vraiment du travail qui peut être fait et qui est fait aussi grâce à des gens qui ont travaillé sur les mêmes choses, qui ont traversé les mêmes parcours de soins et à tous les témoignages qu'on peut apporter en tout cas autour des professions. Et je pense que ce qui est aussi très intéressant, c'est que nos bénévoles, qui sont vraiment formés à toute la gradation des soins, aux structures de soins, aux professionnels, c'est qu'ils arrivent à beaucoup mieux expliquer du coup, à expliquer quel est le rôle de chaque professionnel, comment ça s'organise. Donc je pense que c'est voilà, une de nos forces, c'est qu'ils sont formés vraiment obligatoirement et très finement. On a des modules qui sont vraiment conséquents et qui sont formés en continu et qu'il y a un gros filet de sécurité pour chaque bénévole avec des référents en cas de situation particulière, en cas de questions, etc., qui nous permet vraiment d'avoir un fonctionnement le plus sécurisant possible compte tenu des enjeux qu'on a à traiter. Voilà. Ouais, c'est assez bluffant, hein. Est-ce que vous faites, je vois dans les discussions que les gens aimeraient bien avoir ce genre d'association. Déjà, vous n'êtes pas que à Paris, je crois, mais bon,
Oui, en distanciel, grâce au distanciel, on s'occupe de jeunes un peu sur toute la France. Pour tout ce qui est présentiel, pour l'instant, c'est plus en région parisienne. Voilà. J'ai j'ai une question de Sophie Nordberg de l'UNAFAM 78. Quelle est votre différence avec la maison perchée à Paris? Avec la maison perchée, c'est déjà, on n'est pas forcément sur la même tranche d'âge. Et ensuite, pour tout ce qui est père aidant, j'imagine que c'est ça sur ça que porte la question. C'est plus orienté, il me semble, il y a des critères un peu plus fixes sur le trouble bipolaire ou le trouble borderline, etc. pour la maison perchée. Nous, c'est un peu différent parce que notre but, c'est aussi d'intervenir précocement avant justement l'apparition de diagnostics plus lourds ou la dégradation de certains symptômes. Et ensuite, nous, on s'inscrit beaucoup plus dans un parcours plus structuré, du coup, prévention, intervention, etc., avec l'écoute, l'orientation et le suivi qui sont plus formels, en tout cas, que la maison perchée. Et la proposition très riche qu'elle a aussi. Et voilà, donc c'est un tout petit peu, un peu différent. Et puis, chacun fait très, très bien son travail. Et c'est très important aussi qu'on collabore ensemble sur le stade associatif. Voilà. Très bien, merci infiniment. Je vais passer la parole à Lydie, peut-être, Oui. mais je vois qu'il y a eu énormément de participants et les retours là dans la barre de discussion sont vraiment très positifs. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Voilà. Effectivement, et merci pour votre participation à tous, parce que c'était le lancement aujourd'hui, donc c'est un immense honneur parce qu'il a rencontré beaucoup de succès, et puis c'est aussi fort agréable de lancer ces webinaires avec des présentations aussi qualitatives que celles de Simon et de Dominique. Donc merci à vous, et je pense que c'est très inspirant pour tout le monde en tout cas, et puis ça donne vraiment de l'énergie au-delà des différentes interventions. C'est vraiment l'engagement qu'on peut mettre dans son travail et dans son domaine de compétences. Et ça fait plaisir à voir. Et Euh, ce sont des très jeunes aussi. Ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment la différence de cette association, c'est qu'ils veulent vraiment impliquer les jeunes et on a bien commencé avec vous. Top. Et pour information, du coup, les deux prochains webinaires sont le 6 juin 2026 et le 22 septembre 2026. Donc, bien évidemment, enfin, j'enverrai un mail à tous les participants, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que cette communauté puisse grossir. Les vidéos sont enregistrées, donc si vous voulez les revisionner ou les communiquer auprès de vos proches ou d'autres associations, elles seront mises en ligne sur le site de l'Institut de psychiatrie à minima, et peut-être sur l'association CAPU. Enfin voilà, vous allez pouvoir les retrouver. Peut-être dans les autres pays aussi, on va le partager. Ouais, n'hésitez pas. Euh, ok. Et est-ce que les diapos peuvent être partagés autrement? C'est des questions que j'ai vues passer aussi, ou est-ce que on oriente les gens vers le replay plutôt? On n'a pas demandé à Simon, qui n'est plus là, je crois. Ça, ben, je pense qu'on pourra on les mettra en ligne si il y a autorisation de tout le monde avec les replays. On fait comme ça, très bien. On n'a pas anticipé la question. Bon, Oh, parfait. excellent. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et puis rendez-vous le 6 juin 2026. C'est ça. Au Merci, revoir. au revoir. Merci beaucoup.